Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Éric Vaillant. Bonjour Monsieur Wisselman. Vous êtes magistrat du parquet de Grenoble, merci d'être avec nous. Vous allez pouvoir nous éclairer aujourd'hui sur le travail commun des magistrats et de la police pour mener et intervenir contre les trafics de stupéfiants. Alors à Grenoble, un quartier est bien connu pour ces trafics, entre autres qui ont pignon sur rue. C'est celui de Saint-Bruno où récemment une opération de police et du parquet de Grenoble a permis de ramener un peu de calme dans ce quartier. Donc nous allons d'abord revenir sur votre travail de magistrat, votre rôle dans le système judiciaire, celui d'ouvrir des enquêtes à charge et à décharge. Comment opérez-vous contre le trafic de stupéfiants ? Le trafic de stupéfiants et la lutte contre les trafiquants de stupéfiants, c'est un travail complexe. C'est même un travail herculéen, parce qu'on a l'impression que toutes les têtes, tous les bras, tous les membres qu'on coupe régulièrement tous les jours repoussent très vite. Néanmoins, donc, ce travail, on le mène et on ne cesse de le mener avec les policiers, les gendarmes et les magistrats. Ça veut dire qu'il faut donc taper tous azimuts. Il faut donc interpeller ce qu'on appelle les vendeurs du jour. Donc, c'est des enquêtes extrêmement rapides. Il faut faire des visites de parties communes et saisir la drogue qu'on trouve, même si on ne trouve pas de personnes à proximité. Et il faut mener donc des enquêtes à plus long terme. Et donc, nous en menons un certain nombre comme celle-là. Donc, dans les prochains jours, donc début octobre, il va y avoir un gros procès qui va s'ouvrir sur une quinzaine de jours avec une quinzaine de trafiquants pour un autre gros point de deal de l'agglomération grenobloise qui s'appelle le point de deal de l'Alma. Alors, on a l'Alma, on a le Hoche, il me semble, le quartier Hoche, et donc celui de Saint-Bruno récemment. Est-ce que ce trafic donc a pu être démantelé, ce réseau démantelé dans le quartier de Saint-Bruno en fin août dernier, pardon. Alors Saint-Bruno est un des points de deal connus, mais il est particulièrement connu ces derniers temps parce qu'il y a eu donc dans ce quartier des règlements de compte. Ce qui m'a amené moi à participer à une réunion publique avec la population donc du quartier et les élus locaux il y a quelques jours. À cette occasion, donc, on leur a expliqué qu'on n'allait pas cesser de lutter contre le trafic de stupéfiants dans leur quartier comme on le fait dans les autres quartiers. Donc, ça veut dire donc des CRS régulièrement, ça veut dire ces opérations dont je vous parlais, donc de démantèlement à plus long terme, mais aussi donc des enquêtes coup de poing avec interpellation des vendeurs du jour. Et ce que j'ai voulu dire donc à Saint-Bruno aussi, à la population, c'est que la bande qui cherche à reprendre le point de deal avait été identifiée, que nous en connaissions donc le leader, que nous en connaissions donc certains lieutenants, et que nous avons même mis un de ces lieutenants donc récemment dans le cadre d'une autre affaire, pas liée directement au trafic de stupéfiants, mais pour plusieurs mois en prison. On a même dû l'incarcérer en dehors du département parce qu'il ne voulait pas être en prison avec les personnes contre lesquelles il luttait pour reprendre un point de deal. Un point de deal à Grenoble, c'est un gros point de deal, c'est 30 000 € de revenus par jour. Donc c'est énorme et ça suscite évidemment de grosses convoitises. Alors, vous parlez des habitants du quartier de Saint-Bruno que vous avez rencontrés lors de cette réunion publique. Est-ce que un point de deal, est-ce qu'on peut lutter contre le trafic de drogue avec, entre guillemets, des citoyens, des habitants vigilants ou bien le rapport de force est inégal et la terreur que font peser les trafiquants prend le dessus sur la bonne volonté des habitants qui pourraient alerter ces trafiquants ou du moins s'y opposer comme ils le peuvent? On a besoin de vraiment tout le monde pour lutter contre ces trafiquants. L'action donc individuelle des policiers sans le parquet ou du parquet sans les policiers et du parquet et des policiers sans les habitants serait vaine. On a vraiment besoin donc d'agir de manière coordonnée. Et c'est ce qu'on fait, donc ce qu'on s'efforce de faire à Grenoble. Et à la réunion publique, donc un certain nombre de personnes m'ont contacté. J'ai même donné mon adresse email donc à l'ensemble donc, des participants. Il y avait plus d'une centaine de personnes. Et quelques-uns m'ont écrit pour me donner des renseignements, parce que je leur ai dit qu'on avait besoin de renseignements opérationnels, c'est-à-dire, par exemple, d'une plaque d'immatriculation de véhicule, de photos de tel ou tel trafiquant. Voilà. Et certains habitants se sont prêtés au jeu. Je leur ai bien dit également qu'ils devaient le faire, donc en étant donc, tout à fait sûrs donc, des conditions de sécurité dans lesquelles ils agissaient. Vous avez parlé de ces tentacules qui repoussent quand vous les décapitez, entre guillemets, quand vous coupez certaines mains sur le trafic. Quels sont les différents acteurs d'un trafic de drogue dans un quartier comme Saint-Bruno ?
Donc on retrouve les mêmes acteurs que partout en France. Donc il y a évidemment les petites mains du trafic, hein. Il y a les guetteurs, ceux qui crient hurrah dès que les policiers arrivent. Il y a le vendeur du jour, hein, donc celui qui va remettre la drogue donc au client. Et il y a un peu plus loin aussi donc le banquier, hein, celui qui va garder dans une sacoche l'argent donc l'argent du deal du jour. Voilà, donc ça c'est les petites mains. Et on essaye de lutter non seulement contre les têtes, bien sûr, c'est elles qu'il faut couper principalement, mais également donc contre les vendeurs du jour, je vous disais, et donc y compris contre les guetteurs. Et donc dans les prochains jours, nous allons expérimenter donc une idée qui me tenait à cœur donc depuis longtemps, mais que nous n'avions pas pu mettre en place. C'est celle donc d'un procès-verbal d'interpellation simplifié des guetteurs qui va permettre aux policiers sur le terrain de récupérer les talkie-walkie, de récupérer la drogue si on la trouve. Mais pour le guetteur, on ne trouvera pas de drogue, on trouvera donc des talkie-walkie et on trouvera de l'argent. Et sans qu'on ait besoin donc de ramener donc le trafiquant au commissariat. Donc on va avoir un vrai gain de temps et je pense une réelle efficacité. Oui, parce que le problème du guetteur, c'est que il y a comme un vide juridique autour de son rôle. Comment vous pouvez déterminer sa complicité ? Eh bien, en fait, il suffit qu'on établisse, qu'on le trouve sur un point de deal avec des instruments nous permettant de penser qu'il participe au deal, parce que notamment il a des talkie-walkie, ou parce qu'on l'a entendu crier à Hara quand les policiers arrivent, et quand on le trouve sur ce point de deal avec de l'argent, alors qu'il n'a aucun revenu par ailleurs. Voilà, donc ces éléments nous permettent de saisir l'argent, et donc c'est ce que nous allons faire sur la base de ce procès-verbal simplifié, qui est déjà en vigueur à Nice, et nous serons la deuxième ville de France à le mettre en œuvre. Alors, on imagine que la récidive est extrêmement courante dans le milieu du trafic de stupéfiants. Est-ce que vous pouvez décrire le phénomène ? Oui, c'est évident. Enfin, de manière générale, on sait qu'environ 30% des personnes qui ont été condamnées à une peine d'emprisonnement récidivent dans l'année de leur sortie. Voilà, 30%. Alors c'est à la fois un très gros chiffre, mais on est sur des personnes qui sont habituées, des délinquants habituels, et c'est un chiffre qui démontre que il est difficile d'arrêter donc des personnes qui veulent absolument donc s'enrichir ou ne vivre que du trafic. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut renoncer, et il faut agir tous azimuts par la répression la plus simple, c'est-à-dire la prison, et la prison le plus longtemps possible. Voilà, c'est ce que je requiers régulièrement quand je vais à l'audience, et j'y vais 1 à 2 fois par semaine. Mais c'est aussi donc le plus grand accompagnement possible, remettre au travail, remettre dans la société donc les personnes qui à un moment donné peuvent avoir envie de changer de vie. On sait bien que la majorité des trafiquants sont des hommes, et on sait bien que des jeunes hommes, et on sait bien que les jeunes hommes commencent à changer un peu de vie quand ils se mettent en couple et qu'ils commencent à avoir des enfants. Pas tous, mais un certain nombre. Donc il faut profiter donc de ces moments de vie pour les faire changer donc de voie. C'est ce que nous nous efforçons de faire. L'année 2023 était marquée par de nombreux règlements de compte mortels, que ce soit à Marseille, à Valence ou même à Grenoble. Quelle partie du trafic provoque le plus ces règlements de compte ? Ça va de la barrette de shit jusqu'aux pilules de LSD ? Ou c'est réservé plutôt aux drogues dures, au trafic qui amasse plus d'argent ? Non, il y a pas de différence en fait. Sur chaque point de deal, on trouve tous les produits. Et heureusement, donc à Grenoble, on trouve encore peu, parce qu'il y a peu de consommateurs, on trouve peu d'héroïne, qui est une drogue évidemment extrêmement dangereuse. Mais tous les points de deal vendent, et de plus en plus à égalité, cannabis et cocaïne notamment. Et avec avec un revenu qui est tellement énorme que ça justifie donc de la convoitise et ces fameux règlements de compte. Et alors, quels ont été les derniers règlements de compte à Grenoble, et ils étaient liés à quel trafic, à quel endroit ? Est-ce que vous pouvez donner un peu les coulisses, si j'ose dire, de ces règlements de compte récents à Grenoble ? Oui, alors en réalité c'est difficile. D'abord parce que donc des enquêtes sont en cours et que je ne vais pas les exposer
sur la place publique. Donc oui, il y a eu des morts, il y a eu des blessés graves donc à Saint-Bruno, à Villeneuve, il y a eu plusieurs endroits dans Grenoble. Comme je vous l'ai dit en commençant, donc la bande qui cherche à reprendre le point de deal de Saint-Bruno, je répète, un point de deal comme Saint-Bruno, c'est environ 30 000 euros de revenus par jour. Donc la bande qui cherche à reprendre ce point de deal est identifiée, un de ses membres est en prison, on travaille sur les autres. Voilà, et ça ne me gêne pas qu'ils sachent, et sans doute que nous travaillons sur eux. Voilà. Et à un moment donné, je pense que nous arriverons donc à les faire tomber. Et donc vous parlez des guerres de territoire. Pardon. Comme nous avons réussi à le faire pour le point de deal de l'Alma, par exemple. Oui, alors est-ce que donc dans ces points de deal qui ont été démantelés, je pense au quartier Hoche où il y a une perquisition d'une dizaine de kilos de drogue, 400 000 euros d'argent liquide récupéré, que ce soit donc au quartier de l'Alma ou le quartier Hoche, est-ce que ces trafics se réinstallent petit à petit ou comment les empêcher de se réinstaller? Oui, je vais vous parler d'un travail herculéen, donc de ces têtes, de ces bras, de ces tentacules que nous coupons sans cesse et que nous ne cesserons de couper. La production donc de cocaïne a doublé au cours des dernières années en Amérique du Sud. Et cette production de cocaïne, on la retrouve en Occident, en Amérique et en Europe. Donc les trafics de stupéfiants, cannabis et cocaïne ne cesseront pas dans les prochaines années. Donc, ça veut dire qu'il va falloir continuer à réprimer, continuer à enquêter, continuer à sanctionner. Il y a pas d'autre choix. Et donc, de temps en temps, heureusement, donc nous avons de beaux succès. Quand on a saisi 400 000 euros chez un trafiquant, je vous avoue que voilà, policiers et magistrats, nous étions particulièrement heureux. Voilà. Donc, mais ça n'empêchera pas que le point de deal revienne. Je vous le dis, donc la lutte ne cessera pas. Je ne vois pas comment ça peut s'arrêter. Même si un jour le cannabis était légalisé, il restera de toute façon la cocaïne qui justifie donc de très gros revenus. Donc on va continuer à travailler et pas question de baisser les bras. Alors le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait cherché à culpabiliser la consommation du petit joint qui nourrirait ces trafics et leurs conséquences. Est-ce lorsqu'on consomme de la drogue, est-ce qu'on alimente les réseaux et les drames qui en découlent, comme récemment cette femme tuée à Marseille d'une balle perdue, ou à Nîmes cet enfant tué dans la voiture de son oncle? Pour ma part, j'ai la même position que le ministre. Je considère que les consommateurs sont, alors c'est pas juridique, mais en termes familiers, sont complices des trafiquants. Je pense qu'on est dans une période où on essaye tous de faire attention donc à notre impact sur l'environnement. On réfléchit à notre tri des déchets, on réfléchit est-ce qu'on doit prendre l'avion 4 fois dans notre vie ou moins ou plus. Enfin, on a tous des réflexions individuelles. Sur le rôle qu'on peut jouer dans une société. Voilà, c'est la fameuse image du petit colibri. Je pense qu'à un moment donné, le consommateur, alors je ne parle pas du toxicomane qui est complètement accro, complètement addict, qui est un malade du produit, mais l'étudiant consommateur, le bourgeois bohème consommateur, à un moment donné, il peut aussi se poser donc des questions sur son rôle et le fait qu'il enrichit les trafics et qu'il enrichit donc des personnes qui font de la traite des êtres humains, parce qu'ils mettent sur les points de deal des gamins de 13 ans parfois, des jeunes filles qui vont par ailleurs aussi prostituer. Enfin, il y a aussi de la traite des êtres humains donc parmi les trafiquants. Donc, je pense que le consommateur est complice. Bon, nous le sanctionnons aussi à Grenoble par ce qu'on appelle donc les amendes forfaitaires délictuelles, une amende de 200 euros. Ces amendes sont payées justement par les étudiants, les bobos qui viennent acheter donc leur drogue sur le point de deal. Bon, c'est pas un recouvrement d'amende à 100%, mais on est proche d'un recouvrement d'amende à 40%, et c'est déjà pas si mal. Donc il faut aussi sanctionner les acheteurs, les consommateurs, j'en suis persuadé. Merci beaucoup Éric Vaillant d'avoir été avec nous. Vous êtes procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.